Nouvelle étape dans la prise en main de la carte ESP32S3 T-Display LiLiGo, la mise en service du bus I2C en mode maître. Ce n'est pas un cours sur le bus I2C, mais plusieurs spécificités de ce bus seront abordées. Certaines informations sur la carte et sur son installation ayant déjà été détaillées dans les tutos précédents, pour éviter des redites, ces informations ne seront pas systématiquement rappelées. Je vous renvoie donc vers la playlist des tutoriels concernant cette carte. La documentation du fabricant, Espressif, nous indique entre autres que 2 bus I2C peuvent être mis en œuvre, sous-entendu simultanément, et que toutes les broches du microcontrôleur sont susceptibles d'être utilisées pour ce bus. Le diagramme pinout d'origine ne mentionne pas les signaux SDA et SCL. Mais si on consulte le schéma structurel, ces signaux sont tout de même représentés sur le connecteur d'accès au GPIO, et ceux qui sont concernés sont les GPIO 17 pour SCL et 18 pour SDA. On retrouve ces signaux au niveau du connecteur de l'afficheur. Il dispose de résistance de pull-up de 100 kΩ selon ce schéma, ce qui est bien au-dessus des valeurs habituelles situées entre 1,8 K et 10 kΩ. Après des tests effectués à l'ohmmètre sur la carte, les 3 résistances se situent ici. Les 2 qui nous intéressent sont celles-là, aucune sérigraphie dessus, mais leurs valeurs mesurées sont de 10 kΩ, seule la 3e résistance fait 100 kΩ. Donc on peut d'une part ajouter ces broches sur un diagramme pinout personnel, et d'autre part les utiliser pour la première mise en œuvre qui se fera avec un capteur de température de type TC74. Ce capteur n'est pas d'une grande précision, mais pour les besoins de cette mise en œuvre, c'est suffisant. Il peut être alimenté sous 3V3, ce qui est directement compatible avec l'alimentation du microcontrôleur. Il délivre une mesure de température au degré près, en complément à 2 si celle-ci est négative. Nous l'utiliserons dans le mode de lecture le plus simple, Resave Byte Format. Si on souhaite utiliser plusieurs capteurs TC74 sur un même bus I2C, le fabricant a prévu différentes versions qui se différencient par leur adresse sur le bus. Le modèle que l'on trouve par défaut a pour adresse 4D en hexadécimal sur 7 bits. Le premier câblage sera donc celui-ci, s'appuyant sur les GPIO 17 et 18 déjà mentionnés, et sur l'alimentation 3V3 de la carte. Le câblage étant effectué, avant même de se lancer dans la programmation, il peut être intéressant de vérifier que le TC74 répond bien à son adresse sur le bus. Pour cela, on peut télécharger et installer une librairie Arduino appelée I2C Detect, dont le retour d'information est tout à fait similaire à celui que l'on peut avoir sur Raspberry Pi, avec cette même commande en mode console. Il va juste falloir déclarer les broches SDA et SCL utilisées dans notre cas. Après programmation et ouverture du moniteur série, c'est bien l'adresse 0x4d qui répond. Voici un exemple de programme permettant de récupérer la température. Dans l'IDE Arduino, c'est la librairie Wire qui permet de gérer l'I2C. À noter que cette version du programme n'est pas prévue pour afficher correctement des températures négatives. Si on ajoute un analyseur logique, avec un interpréteur de bus I2C, un déclenchement sur fond descendant de SDA et un échantillonnage à 10 MHz, on obtient une trame comme celle-ci.
sur laquelle on peut vérifier l'adresse 4D, la température 26 degrés et la fréquence de l'horloge 100 kHz. Si à présent on ajoute la commande Wire Set Clock, après reprogrammation et lancement d'une nouvelle capture, on peut vérifier le passage à environ 400 kHz de la vitesse de transmission. On peut à présent vérifier que d'autres broches peuvent être utilisées. Pour celle-ci, il faut ajouter des résistances de pull-up externes. J'ai utilisé pour cela une valeur de 4,7 kg. Dans cette illustration, la variation de température est réalisée à l'air chaud. Avec cette autre version du programme, utilisée avec un capteur déporté au câble rallongé, on revient à la mise en service des broches utilisées au début, tout en mettant en œuvre l'écran TFT et en gérant l'affichage de la valeur numérique des températures, positives et négatives, avec un rendu graphique qui s'adapte. Un grand merci au réfrigérateur, sans qui je n'aurais pas pu réaliser cette démonstration, et une pensée toute particulière à sa partie congélateur. Passons à un autre capteur, le SHT21, qui permet une mesure de température et d'humidité relative. Le circuit s'alimente sous 3,3 V. Son adresse sur le bus I2C est 4,0 en hexadécimal. Les mesures se font sur 14 bits pour la température et 12 bits pour l'humidité relative. Il est également possible de vérifier la bonne transmission des données grâce à l'ajout d'un CRC, code de détection d'erreur qui ne sera pas exploité logiciellement dans le cas présent. Dans cette série d'illustrations du bus I2C, l'intérêt d'utiliser ce composant repose sur le fait que, suite à un ordre envoyé par le microcontrôleur pour effectuer la mesure de l'une ou l'autre des grandeurs physiques, il faut un certain temps au capteur pour effectuer la mesure en question et renvoyer la réponse sur le bus. Pour forcer le circuitmètre à patienter, le capteur a la possibilité de bloquer l'horloge du bus à l'état bas. C'est ce que l'on appelle le clock stretching, que l'on peut traduire par étirement de l'horloge, et qui porte la dénomination de Hold Master dans la documentation du SHT21. Dans ce mode, l'esclave bloque l'horloge momentanément durant quelques dizaines de millisecondes. Cependant, certains composants maîtres ne supportent pas ou réagissent mal à ce type de fonctionnement. C'est notoirement connu dans le cas des Raspberry Pi. Mais rappelons que ces cartes ne fonctionnent pas autour d'un microcontrôleur. Pour ces cartes, il est alors souvent nécessaire d'utiliser le mode No Hold Master, ce qui consiste pour le circuit maître, dans un premier temps, à envoyer la commande, puis attendre durant un délai déterminé de façon empirique, par exemple 100 ou 200 millisecondes, puis seulement venir lire la température ou l'humidité relative. Voici un exemple de sketch Arduino qui permet de récupérer les deux grandeurs physiques. Pour cette application, l'écran TFT est découpé en 4 parties, 2 images fixes et 2 zones de type sprite avec des valeurs évolutives à afficher. La liaison série est également utilisée pour afficher les valeurs dans le terminal. Dans la boucle principale s'effectue la récupération des mesures en mode Hold Master. En commentaire, on voit le code qu'il faudrait utiliser si l'on ne mettait pas en service le clock stretching. Les calculs de température et d'humidité relative sont effectués dans la foulée. Ensuite viennent l'affichage et la transmission des résultats. On obtient cela dans le terminal, et ceci sur l'écran. Et voici une capture des signaux échangés avec un interpréteur de trame I2C dédié au SHT21. On peut observer le maintien à l'état bas de l'horloge par le capteur. On voit que les durées d'attente ne sont pas les mêmes pour la température et pour l'humidité relative.
La durée d'échange est donc optimisée. Donc l'ESP32 supporte le clock stretching. Dernière illustration, un peu plus anecdotique, ayant pour point de départ un projet de BTS. À l'occasion d'une phase de test en câblage rapide de différents capteurs de positionnement de type GNSS, capables de fournir une géolocalisation utilisant les constellations de satellites GPS, Galileo et GLONASS, un circuit NEO M9N doit être mis en œuvre. Il est distribué en version clickboard à un prix accessible. Mais sur le site du fabricant, les exemples sont fournis sans les sources. Et de toute façon, le compilateur Microelectronica n'est pas gratuit. Nous nous sommes rabattus sur le site de SparkFun, qui propose un breakout plus cher, mais avec des librairies et exemples logiciels gratuits, tels que celui-ci. Donc câblage de l'association Arduino Clickboard par bus I2C, au travers d'un level shifter, la carte Uno communiquant sous 5 volts et le NEO M9N sous 3 volts 3. Après téléchargement et installation des librairies, on lance la compilation. Et voici ce que l'on obtient. Pas assez de mémoire flash. Et même si on met en commentaire tout ce qui peut l'être, ça ne passe toujours pas à quelques centaines d'octets près. On dirait presque une plaisanterie. Il faut donc trouver une autre carte de développement compatible avec les librairies Arduino et disposant de plus de 32 KB. J'ai alors pensé à l'Arduino Nano, mais elle non plus ne dépasse pas 32K. La Mega dispose de 256K, mais nous n'en avons pas dans les tiroirs. La T-Tiny 3217, déjà utilisée, a une mémoire flash limitée à, comme sa référence l'indique, 32 kilo-octets. Même chose pour cette carte Nucleo pour STM32, qui aurait en plus nécessité de transposer l'exemple et les librairies. Donc je me suis tourné pour ces essais vers le SP32S3 de la carte Liligo, qui dispose d'une mémoire externe de 16 MB. De plus, elle fonctionne sous 3 volts 3, donc pas besoin de level shifter. Il a fallu adapter légèrement le programme pour le bus et ajouter l'utilisation de l'écran. Même avec cet ajout logiciel, plus de problème de compilation. On peut obtenir les coordonnées sur le terminal et également produire une version graphique de ce type. Vérifions si les coordonnées sont valides. Pas de doute, la géolocalisation fonctionne.